Nos travaux reprennent avec l'ajustement des compétences des professionnels aux nouvelles formes d'accompagnement des parcours. Premier intervenant de cet après-midi, il s'agit de Marcel Gégère, professeur émérite du Conservatoire national des arts et métiers. Marcel Gégère va donc intervenir pendant environ 45 minutes. Nous aurons ensuite un temps d'échange où vous pourrez poser vos questions, apporter vos commentaires dans la formule que vous connaissez bien maintenant. Donc je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de prêter l'oreille à notre intervenant, de vous asseoir pour celles et ceux qui sont toujours debout. Et Marcel Gégère, vous avez la parole. Bonjour. Alors, je vais essayer d'aborder un certain nombre de questions qui tournent autour de la question des compétences des professionnels, des transformations qui les concernent, et évidemment aborder aussi les questions de formation. Je voulais tout d'abord, à titre d'introduction, interroger la notion même d'ajustement, parce qu'en réalité, si vous voulez, les interrogations que l'on a sur l'ajustement des compétences relèvent d'une interrogation très, très ancienne pour avoir sévi pendant longtemps dans des centres de formation au travail social. On peut dire qu'on a toujours été confronté et interpellé en tant que professionnel de la formation par les écarts, d'une part, comme on le dit un peu trop rapidement, entre théorie et pratique, mais surtout un écart entre des approches généralistes, assez transversales, et puis des approches spécialisées. Lorsque, par exemple, ont été réécrites les annexes 24, ou lorsque la question de l'autisme a fait l'objet d'appels à projets, s'est posée à ce moment-là à nouveau la question de la capacité des organismes de formation et donc des professionnels qui en sortaient à tenir compte de ces évolutions. Ce questionnement ancien, il est réactivé par des transformations assez importantes qui percute finalement un processus long de professionnalisation et qui est en lien avec toute l'histoire institutionnelle du secteur social et médico-social, où en fait ce qui a fondé historiquement, si vous voulez, le processus de professionnalisation, c'est une logique d'identification de besoins, d'objectivation, de catégorisation, préoccupation par rapport à l'institution de barème, de l'expertise, mais le tout a été pensé d'une manière dissymétrique à propos de la relation avec les personnes accompagnées. On disait, on dit d'ailleurs malheureusement toujours encore aujourd'hui, des personnes prises en charge. Mais cette évolution dans la professionnalisation n'est pas un processus linéaire. Elle connaît des ruptures, des décalages qui s'accentuent ou non. Et quand on parle d'ajustement, on pourrait dire que le terme est un peu faible parce qu'il laisse placer un doute. S'agit-il de modifications mineures dans une continuité, dans l'évolution d'un processus linéaire de professionnalisation, ou de transformations plus significatives en rapport, en fait, c'est clairement le fait même de poser la question indique l'hypothèse que je fais, indique le fait qu'il existe une rupture, plusieurs ruptures, mais actuellement particulièrement une rupture qui peut être en lien ou en rapport avec l'annonce qui avait été faite en janvier 2013 au moment de la publication du plan de lutte contre la pauvreté d'une refondation du travail social. Et à l'époque, beaucoup de travailleurs sociaux avaient été surpris que l'on parle non plus simplement de rénovation, mais que l'on parle de refondation, ce qui renvoyait même à l'idée d'une crise de légitimité. Et il est certain que ce n'est pas la même chose d'aborder la question de l'ajustement dans le sens de la recherche d'une amélioration de la qualité des prestations délivrées que de se dire finalement dans la notion d'ajustement il y a la prise en compte d'une insatisfaction, de rupture, et en particulier derrière la question des compétences professionnelles il y a la question de culture professionnelle par rapport on peut le dire, à des pratiques inadéquates ou en tout cas présentées
à tort ou à raison comme tel. Alors, je vais organiser mon propos en deux temps. Je vais d'abord évoquer les transformations qui sont en cours et qui touchent le champ professionnel. Et puis ensuite, j'essaierai de définir les nouvelles formes d'accompagnement et les compétences qui sont attendues, qui elles-mêmes, je les situerai à peu près à quatre niveaux qui sont les niveaux d'intervention les plus bousculés par les transformations en cours. Il y a un premier niveau qui est au cœur d'ailleurs de ces deux journées, qui est la question du paradigme du parcours. Il y a un deuxième niveau tout à fait essentiel parce qu'il est l'objet de chantiers multiples et qui ne sont pas encore tout à fait bien toujours définis, à savoir la participation des personnes accompagnées et ce que l'on a coutume d'appeler le développement du pouvoir d'agir. Un troisième niveau qui est celui de la coordination et de la coopération, sachant qu'on est dans un secteur où il y a beaucoup d'intervenants. Et puis, je terminerai sur ce qu'on peut appeler les compétences informelles, parce qu'il y a des compétences définies par des référentiels, mais on sait bien que dans l'accompagnement des personnes se joue autre chose que ce qui relève de strict référentiel. On peut dire que nous sommes dans un secteur, d'ailleurs c'est vrai aussi bien des formations initiales que des formations continues. D'abord, c'est un problème majeur qui est un secteur peu régulé. Alors, une des raisons pour lesquelles il y a un défaut de régulation, c'est notamment par le fait que historiquement, il est le fait d'un secteur associatif, mais aussi le fait que même s'il existe des orientations nationales en matière de formation, des schémas départementaux et régionaux, des diplômes d'État, autrement dit des dispositifs de certification, des organisations, il reste quand même la question de la préparation de professionnels, de futurs professionnels, à des évolutions fortes. Et je dirais ces évolutions, on peut dire d'abord que ce sont des évolutions qui concernent les politiques publiques, et plutôt que de dire qu'il y aurait une espèce de transformation binaire entre un avant qui posait problème et puis une situation nouvelle aujourd'hui, on peut se dire que, en réalité, ce secteur, il connaît deux virages. Et les professionnels, j'y reviendrai là-dessus, sont souvent confrontés à des changements rapides dont le sens n'est pas toujours facile à saisir. Et un des problèmes, d'ailleurs, pour le champ professionnel, c'est le problème de l'appropriation. Ce n'est pas uniquement le problème de l'élaboration, d'évolution des politiques publiques, mais c'est un problème d'appropriation. Le premier virage, alors je ne vais pas refaire évidemment toute l'histoire, mais pour ce qui est du virage lié à la loi du 2 janvier 2002, ce qui domine finalement, c'est l'idée d'une solidarité par les droits. C'est-à-dire que ce qui a été d'ailleurs une des conditions de l'obligation de qualification indiqué dans la loi du 2 janvier 2002, parce que j'y reviendrai, on dit souvent la loi du 2 janvier 2002 met l'usager au centre du dispositif. Enfin, une fois qu'on a dit ça, on ne règle pas la question de ce qu'est fondamentalement cette loi. C'est une loi qui traduit une poussée du juridique, dans un contexte d'interrogation sur la réalité des pratiques dans un certain nombre d'institutions, des effets de maltraitance, etc., on va avoir un certain nombre d'outils censés permettre d'administrer la preuve qu'un écart qui est toujours possible entre les principes énoncés dans un projet et la réalité de l'activité, et bien que cet écart, par exemple, nécessite une évaluation et donc nécessite une part de formalisation. Et je me rappelle quand j'étais formateur dans une école d'éducateurs spécialisés, quand je suis rentré dans le métier au début des années 80, pour donner un exemple, à l'époque, dans la formation des éducateurs spécialisés, il y avait 60 heures de droit facultatif. Et vu la culture ambiante de ce secteur, c'était particulièrement difficile d'arriver à faire avaler 60 heures de droit, vous voyez, à des éducateurs spécialisés qui étaient dans des préoccupations radicalement différentes. Mais en disant, on faisait tant bien que mal. En 89, une première réforme du diplôme d'éducateur spécialisé, le droit constitue une unité juridique de 180 heures. Donc là, on est déjà sur autre chose. Et quand ensuite j'ai dirigé
un IRTS. Finalement, l'originalité du projet faisait qu'il y avait un lien entre les diplômes d'État et puis des formations universitaires d'AES. Et ben, le droit, c'était 320 heures. Et je me rappelle encore de ces éducateurs de jeunes enfants qui arrivaient dans le métier et qui commençaient par, vous voyez, sur 1500 heures, ce que ça peut représenter, ce volume d'heures. Donc, il y a eu un mouvement à la fois par étapes, mais c'est vrai qu'avec la loi de 2002, on a une poussée dans le sens de la formalisation, et ça change déjà les compétences des travailleurs sociaux, des accompagnateurs. J'y reviendrai notamment sur la question de l'écriture professionnelle, d'un certain nombre de choses de ce genre, dans un contexte aussi où la formalisation des pratiques allait de pair, ou va de pair, avec une formalisation liée à des impératifs gestionnaires. Donc il y a un croisement de deux transformations tout à fait importantes. Mais aujourd'hui, il me semble qu'après avoir passé une douzaine, bientôt une quinzaine d'années à faire en sorte que simultanément à cette transformation politique, il y ait eu des réformes des diplômes d'État, je pense avec l'institution de la validation des acquis de l'expérience, il y a quand même un deuxième virage auquel aujourd'hui sont confrontés les professionnels, parce que le virage inclusif. Alors là, on pourrait discuter, c'est pas mon propos ici, de la façon dont ce virage s'est produit, mais il est certain que de se dire qu'aujourd'hui, les réponses apportées aux personnes en difficulté ne sont plus simplement des réponses apportées dans un cadre institutionnel homogène, avec un public homogène, relativement stable, avec une standardisation des pratiques, mais qu'au contraire, il y a une obligation de se confronter au droit commun, à la société civile, à tout ce qui caractérise d'ailleurs les principes de l'inclusion, modifie complètement la façon de travailler au sens où on peut se dire qu'il y a une déstabilisation et une insécurisation parfois de certains professionnels de par ces transformations. Mais l'ajustement, il concerne aussi l'évolution des besoins. Et alors là, je reprends une formule qu'on a été à plusieurs, à l'intérieur du conseil scientifique de l'ANESM, à faire passer, c'est-à-dire se dire, finalement, dans les évolutions en cours, on ne peut plus raisonner uniquement en termes d'analyse des besoins des personnes accompagnées. Et si vous regardez attentivement les recommandations de l'ANESM et maintenant de la HAS, ce sont des recommandations qui parlent plus systématiquement de cette idée qu'il y a des besoins, mais il y a aussi des attentes, donc déjà beaucoup plus difficiles à cerner, voire des préoccupations, on pourrait dire, dans un certain nombre de cas, des formes de rumination mentale, enfin, et que les professionnels ne peuvent pas se comporter uniquement avec la certitude qu'ils vont pouvoir apporter des réponses à des besoins strictement identifiés. Donc ça, ce sont des changements qui sont très importants et qui entraînent des interpellations en plus fortes, parce que ces évolutions, on pourrait se dire qu'elles pourraient être maîtrisées par une pédagogie spécifique, parce que quand on parle de formation, on se pose aussi la question de la formation des formateurs, et là on est sur une autre problématique, mais disons que ce qui entraîne une interrogation sur les ajustements des compétences professionnelles, ça a été historiquement, alors historiquement c'était la question de la maltraitance, qui a été au cœur quand même de la fin des années 90 et à la base même de l'élaboration de la loi de 2002, mais aussi depuis quelques années une préoccupation autour d'une thématique que vous connaissez bien, qui est celle du non-recours au droit ou du renoncement au droit, et là je fais allusion aux travaux de l'Odénor, de l'Observatoire l'Odénor et de Philippe Varin, mais je l'évoque parce que dans les points sur lesquels Philippe Varin insiste pour dire qu'il y a véritablement un problème là, non seulement d'ajustement des compétences, mais il y a un problème d'ajustement aux besoins, attentes et préoccupations des personnes, c'est qu'il propose une typologie avec quatre éléments qui jouent dans ces écarts. Il y a la question de la non-connaissance par les publics, donc ça pose le problème du déficit d'information, et on pourrait dire aujourd'hui que dans les nouvelles compétences attendues par les professionnels, il y a cette capacité à s'inscrire dans des pratiques de prévention en direction de la population ordinaire, générale, et que ça, c'est une responsabilité spécifique.
D'ailleurs, j'étais à une réunion du comité stratégique Séraphin ce matin, où on imagine aussi, dans l'évolution de la tarification, que la question de la communication, par exemple, soit plus valorisée. Donc ça va être aussi une transformation, c'est de se dire qu'au bout du compte, ce sont des professionnels qui sont de plus en plus amenés à être tournés vers l'extérieur. Le deuxième point, et qui touche aussi la question des compétences professionnelles, ce que montre Philippe Varin, c'est que dans le non-recours au droit, il y a la non-réception. C'est-à-dire que les personnes, notamment pour des questions de déficience intellectuelle ou de difficultés de compréhension, n'arrivent pas à entendre le message qui leur est proposé par les professionnels. Et là aussi, on sait que c'est un chantier très important qui est l'utilisation et la systématisation de la traduction d'un certain nombre de documents en langue facile à lire et à comprendre. Et ça, au besoin, on pourra en reparler. Mais la FALC, qui est bien connue dans le champ médico-social, notamment, puisque avec le rôle d'association comme nous aussi, en fait, elle suppose une méthodologie, non seulement une acceptation du principe, d'un travail supplémentaire, au bout du compte, d'un travail de traduction supplémentaire qu'on peut confier à un ESAT, comme ça se fait souvent, parce que maintenant, les ESAT ont parmi leurs prestations, enfin, il y a plusieurs ESAT, ont parmi leurs prestations la traduction, par exemple, de projets institutionnels en FALC, mais c'est quelque chose dans les centres de formation qui est assez peu encore évoqué. Je dirais que le troisième élément, c'est la non-demande des personnes par des intérêts ou par des accords, ce qui confronte aussi les professionnels à une autre question qui est celle, je dirais, du développement, pour reprendre l'expression de Robert Castel, d'un individualisme négatif. C'est-à-dire que c'est très difficile. Et ça, c'est un des points auxquels sont confrontés en particulier les assistants de services sociaux qui développent beaucoup, enfin, surtout elles, mais pas que elles, la notion d'intervention sociale d'intérêt collectif, mais qui, en même temps, sont amenés à développer cette idée-là dans une société où le lien social a tendance plutôt à se fragmenter avec des phénomènes de repli sur soi très forts. Mais surtout, c'est là où je voulais en venir, dans la typologie de Philippe Varin, le quatrième critère, le quatrième élément qui explique l'importance du non-recours au droit, du renoncement au droit, c'est la non-confiance. Et cette question-là, je l'évoque d'autant plus que dans le rapport de Dominique Gillot, elle est assez centrale. Et on sait, pour l'anecdote, ça a été d'ailleurs un point qui a valu à Olivier Hart et Bengt Holmström le prix Nobel 2016 d'économie, prix Nobel d'économie, sur justement la théorie des contrats et la question de la confiance. Or, quand on parle de contractualisation dans le secteur social et médico-social, on pourrait parler des contrats d'insertion, on pourrait parler de toutes sortes de formes de contractualisation. Évidemment, la contractualisation n'est pas uniquement un acte technique. C'est un des points qui se discute beaucoup autour du contrat de séjour, pour lesquels beaucoup de professionnels, finalement, sont arrivés, ne serait-ce que pour des questions de gestion de temps, à standardiser la pratique, et il existe même des modèles quasiment tout faits de contrats de séjour. Or, en fait, le contrat ne peut fonctionner que sur la confiance et donc sur une capacité à pouvoir entrer en relation avec les personnes, et ça, c'est un problème majeur. Alors, à la décharge, je dirais, des accompagnants professionnels, parce qu'on peut évoquer ces difficultés qui viennent de l'extérieur, mais aussi les difficultés qui viennent des propres habitudes de travail et des cultures professionnelles, mais il est certain qu'à leur décharge, on constate une déstabilisation des professionnels, des sentiments d'impasse, difficulté à gérer la distance et les situations de crise, ou encore, c'est une expression qui est dans un rapport qui a marqué surtout les années 2005, cette notion de zone d'indétermination professionnelle, et qui fait que pour beaucoup de professionnels, la question du stress, de la souffrance au travail, qui est un vrai problème et qui n'avait pas une telle importance dans le passé, cette souffrance, elle est liée bien sûr à des conditions, je dirais, économiques et budgétaires et à des problèmes de moyens, mais elle est due aussi à ce que, d'ailleurs, le récent rapport de l'IGAS sur l'accompagnement appelle la crise de sens, c'est-à-dire que et la difficulté à se positionner
sans compter un élément supplémentaire qu'on n'avait pas, en tout cas qui n'avait pas une telle importance dans le passé, qui est la dégradation de la situation d'étudiants en travail social et l'effacement des frontières entre des étudiants qui, on disait autrefois, étaient issus de bonnes familles et s'occupaient de gens en grande difficulté, alors qu'aujourd'hui, de plus en plus, on a des situations d'effacement de frontières. Je pense notamment à une étudiante, Sophie Macor, qui vient de soutenir un mémoire intitulé « Les choix des jeunes précaires de poursuivre des études en formation, économie sociale et familiale » et qui montre que finalement, beaucoup de jeunes issus de quartiers très défavorisés se tournent vers les métiers du social. J'allais dire, finissent par être les seuls à se tourner vers, parce qu'en fait, c'est en même temps des métiers sur lesquels il y a, je pourrais appeler vulgairement, une raréfaction de l'espèce, parce qu'il faut le savoir aussi, c'est qu'il y a une baisse assez nette du nombre de candidats à l'entrée des écoles en travail social, et qu'on avait connu pour les assistantes sociales, mais qu'on connaît. Là, il y a eu un sujet vraiment important de préoccupation. Donc des secousses, si vous voulez, sur lesquelles il y a encore beaucoup de choses à dire. Le deuxième point de mon propos, il concerne ces nouvelles formes d'accompagnement et de compétences attendues. Là, on peut dire que c'est au cœur des réflexions de ces 2 jours. Là, vous le savez bien que c'est pas près, c'est trop près. On est dans l'ajustement de la distance, donc on est en plein dans le travail social. Si vous voulez, là aussi, la notion de parcours, je ne vais pas redévelopper des points qui ont été développés ce matin, c'est une thématique qui est ancienne, hein, puisqu'il y a déjà on trouve chez des gens comme Erving Goffman la notion de carrière, et il y a eu déjà des études qui ont été faites sur des choix de carrière. On est sur d'emblée des évolutions à long terme, mais je dirais que, et là, bon, évidemment, le rapport Pifto, ou encore cet essai qui vient de sortir d'une philosophe, Nathalie Heinrich, sur ce que n'est pas l'identité, on est finalement dans un contexte de mutation sociétale très forte, puisque ce qui est en jeu, c'est un nouveau rapport aux personnes, de nouvelles demandes. Ce sont des nouvelles politiques publiques, de nouvelles pratiques d'accompagnement, ce point sur lequel je reviendrai, et de nouvelles formes d'organisation. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'il peut y avoir une difficulté pour les professionnels par rapport à ça? Je dirais que la difficulté principale, c'est qu'on a raisonné longtemps dans le secteur professionnel en termes de projets et méthodologie de projet. On était beaucoup sur cette idée-là, avec une difficulté à penser parfois l'articulation entre projet de soins, projet technique, projet social, ou pour en arriver au projet de vie. Aujourd'hui, on voit bien comment, même si la méthodologie de projet garde tout son intérêt, il y a une évolution très sensible où l'on parle de parcours de vie. Alors dans les 2 cas, ça met en jeu des questions de temporalité, c'est-à-dire qu'on est dans un secteur dans lequel, même si une institution accueille un enfant ou un adulte sur un segment assez court, au bout du compte, la responsabilité qui est celle désormais des accompagnants professionnels, c'est une responsabilité qui n'est pas uniquement la responsabilité de l'instant, on pourrait dire, ou qui travaillant, et je le dirais aussi bien pour des gens qui travaillent dans un SAMU social, dans un service d'urgence, etc. Ce n'est pas uniquement la responsabilité de l'instant ou de la période pendant laquelle s'effectue, avec plein de guillemets, la prise en charge, mais c'est une responsabilité par rapport à l'histoire antérieure de la personne, mais aussi cette idée de devoir engager quelque chose qui va concerner toute la vie de la personne. C'est une thématique d'ailleurs, cette question du temps qui interroge beaucoup, parce qu'on la revoit à propos de la formation continue. On dit formation continue tout au long de la vie, et finalement cela suppose de se dire que puisque l'on travaille sur le long terme, cela suppose d'abord, on y reviendra sur le point sur la coopération et la coordination, ça suppose de pouvoir
passer la main, passer les relais. Donc une des difficultés pour les professionnels, c'est à la fois d'assumer la responsabilité du temps de l'accompagnement, mais aussi d'envisager, je reviendrai là-dessus, de lâcher prise. Et ça, ça saute pas aux yeux de professionnels. On est aussi donc sur ce principe d'une longue durée, sur, je dirais, un droit à l'histoire, et y compris pour des personnes qui sont très lourdement handicapées, dans le champ du polyhandicap, par exemple, vous pouvez le montrer, mais ça s'accompagne aussi de la mobilité, c'est-à-dire que les personnes, non seulement elles vont changer de dispositif, mais elles ont droit aussi à cette mobilité, sachant que, et c'est là où il y a un point de rupture entre le paradigme du projet et le paradigme du parcours, c'est que dans le projet, il y a l'idée d'une construction rationnelle tournée vers le futur, dont on estime que si tout se passe bien, et pour cela on se préoccupera de l'amélioration continue de la qualité, si tout se passe bien, on fera en sorte que la personne elle puisse aboutir dans un projet. C'est d'ailleurs pour cela qu'au moment de dépôt d'un dossier à la MDPH, on se préoccupera du projet, mais on se préoccupera aussi, on va dire, d'un projet réaliste, d'un projet raisonnable. Soyez raisonnable, parce que vous êtes, on peut dire, déficient visuel grave, vous voulez être pilote d'avion, ce n'est pas raisonnable. Ou en tout cas, si vous le faites, moi je ne monterai jamais dans votre avion, etc. Et même si aujourd'hui, il y a des moyens qui permettraient quand même de le faire. Mais c'est surtout que quand on parle de parcours, on parle de parcours qui peuvent être discontinus, qui peuvent amener, je dirais, des droits... un droit à l'errance, un droit à l'erreur, un droit aux aléas, un droit à des ruptures, à des périodes où les personnes deviennent invisibles. En fait, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Bon, en dehors d'un certain nombre de problématiques qui sont traitées par des ITEP ou autres, mais même pour des institutions qui ne sont pas des ITEP, on a cette idée qu'il faut aussi se préoccuper dans l'accompagnement des temps de non-accompagnement. Il faut s'occuper des discontinuités, des périodes d'absence de suivi, et évidemment, ça pose aussi un autre problème qui est le droit au retour, parce que, évidemment, on peut se dire que, bon, enfin, moi, je me rappelle avoir commencé à travailler dans le champ de la santé mentale, et toute l'équipe s'était mise, avec l'accord d'ailleurs du médecin, dans le bureau, et j'ai travaillé en unité fermée, on avait ouvert la porte de l'arrière-cuisine, et puis finalement, on a attendu que le gars qui nous posait tant de problèmes, ils sortent par là. On a organisé, je dirais, on a organisé la fugue, parce qu'il n'y avait pas d'autre possibilité de procéder. Et ça, finalement, ces discontinuités contribuent à ce que, par exemple, à la CNSA, on utilise souvent l'expression de pédagogie du doute. C'est qu'il y a un doute parfois sur l'identification des problèmes posés. Alors, c'est vrai que la pédagogie du doute, cette notion, elle est apparue plutôt à propos de l'élaboration du schéma national des handicaps rares, où là, on peut se dire qu'il y a un doute sur ce qui domine dans les problématiques d'une personne, mais on est aussi dans cette difficulté de pouvoir prévoir le devenir des personnes. Donc ça, ce que je dirais, cela entraîne deux préoccupations. Ça entraîne une première préoccupation, c'est comment on va gérer les données, comment on va essayer d'intégrer des modalités d'accompagnement dans lesquelles il y a des points aveugles, et pour lesquels, à la fois, on a des données, mais qu'on ne veut pas donner aux autres parce qu'on ne sait pas trop comment, si on le fait bien ou si ça ne va pas poser des difficultés. Mais en tout cas, il y a là une préoccupation. Et puis aussi, alors ce qui va changer dans la notion beaucoup dans la dynamique de projet, c'est une autre préoccupation sur laquelle, évidemment, je vais y revenir ensuite, qui est la question de l'implication des personnes concernés. D'une certaine façon, on est passé de l'idée d'un projet pour la personne à l'idée du parcours de la personne. Et on n'est pas positionné exactement de la même façon. Si je suis dans une logique de projet, je suis dans une logique d'anticipation, de prévision, d'organisation.
ou de projection. Le parcours de la personne, cette notion de parcours, elle me semble plus proche de cette conception de l'accompagnement de parcours, parce que précisément, elle tient compte de modalités qui certes sont beaucoup plus complexes, qui entraînent des formes institutionnelles diverses, et en tout cas qui, là encore, vont modifier considérablement les habitudes liées aux cultures professionnelles. Le deuxième point, c'est la question de la participation et du développement du pouvoir d'agir. Alors là, je crois que ce qui est important de se dire, c'est qu'il y a au moins trois éléments qui percutent un peu les cultures professionnelles. Le premier, je l'ai évoqué rapidement, c'est la priorité au droit commun, avec la notion de virage inclusif. Par exemple, un élément, si vous voulez, consiste à dire que si on est dans le parcours ou dans la participation, ça suppose d'être extrêmement prudent par rapport à un certain nombre de catégorisations. Et moi, ce qui m'a toujours frappé chez les professionnels, même encore aujourd'hui, c'est la difficulté à prendre en considération, par exemple, le changement qui s'est opéré entre l'ancienne classification internationale du handicap et la CIF aujourd'hui. C'est qu'il y a des changements dans l'idée que le handicap ou les situations de handicap ne sont pas l'objet de sauts radicaux et de nature, mais qui sont plutôt en fait des changements plus qualitatif et en tout cas oblige à réfléchir autrement que par une approche strictement nosographique. Mais le deuxième élément, c'est cette demande de participation qui est liée à une société et à des publics en profonde mutation. C'est-à-dire que ce n'est pas l'idée que les professionnels, finalement, sont sommés par les politiques publiques de se préoccuper de participation, c'est que dans la relation immédiate aux personnes, il y a une demande qui est de plus en plus forte, et y compris, dans certains cas, je pense puisqu'il existe désormais maintenant une jurisprudence, au fait que des personnes commencent à vouloir et à faire valoir leurs droits, y compris par des recours contentieux. Et puis le troisième élément, ce qui est là peut-être l'indication d'un changement entre le virage 2002 et le virage inclusif, c'est que ce qui est attendu finalement, c'est de passer du droit des usagers à l'accès à la citoyenneté. C'est-à-dire que ce passage de la référence au droit des usagers à la question de la citoyenneté, eh bien, il se heurte dans certains cas à des formes de déni d'humanité, mais il est tout à fait central parce qu'on peut avoir une institution ou des pratiques professionnelles pour lesquelles il y a un respect indiscutable du droit des usagers. Est-ce que pour autant les personnes sont prises en considération complètement? Ce n'est pas toujours évident. Et du coup, on peut se dire que dans ce qui se réfléchit aujourd'hui, on l'a avec notamment les apports de Joël Zask qui insiste beaucoup là-dessus, c'est que la question de la participation ne se résume pas au fait de faire partie d'eux ou de prendre part à. Elle repose sur cette idée que lorsque l'on participe, parce que je peux participer à un colloque, je suis là, je prends des notes, donc je fais partie, je peux prendre part en intervenant, en posant des questions, etc. Mais l'idée, c'est d'apporter une part. Et Joël Zask, par exemple, insiste beaucoup sur la notion de démocratie contributive. Et je dirais que finalement, ce qui est en jeu, et ce qui est peut-être le plus dur à accepter aussi quand on est un professionnel, c'est le fait que les personnes peuvent participer, ou je peux les aider à participer à des décisions, mais ce qui est le plus dur à accepter, c'est que ces personnes, elles sont porteuses de savoir, et que ces savoirs me sont utiles. C'est-à-dire qu'en fait, une participation qui marche, c'est une participation qui apporte quelque chose, qui apporte un plus. Ce n'est pas uniquement le fait de représenter les valeurs philanthropiques que l'on a. Et de ce point de vue, je dirais que l'idée, finalement, c'est de renforcer les compétences des professionnels en matière de participation des personnes, mais ça modifie quand même assez considérablement leur positionnement. Là, je fais référence au rapport du Conseil supérieur du travail social de 2005, dont d'ailleurs le sous-titre, qui avait fait beaucoup parler de lui, c'est refonder le rapport aux personnes, et le sous-titre, c'est « Merci de ne plus nous appeler usagers ».
ce qui était d'ailleurs propos tenus par une personne, et donc nous on l'a pris comme sous-titre, et le rapport du Haut Conseil du travail social de 2017 sur la participation non seulement aux projets qui concernent les personnes, mais également à 2 points sur lesquels on travaille actuellement, c'est la participation des personnes accompagnées aux formations, et aux formations initiales et aux formations continues des professionnels, et la participation à la gouvernance, c'est-à-dire non seulement aux institutions, aux associations, aux CA, mais également aux organismes même de formation. Alors, je dirais que cela a une conséquence, c'est que, je faisais allusion à la façon dont on résume, d'ailleurs de manière inexacte, le principe supposé de la loi de 2002, à savoir mettre l'usager au centre du dispositif, admettons que ce soit ça, eh bien, on pourra considérer qu'en réalité, il faut justement sortir de cette logique-là, il faut sortir de ce ciblage, et notamment parce que dans les politiques sociales, notamment en France, on a un fonctionnement qui donne priorité aux approches individuelles, alors qu'en fait, aujourd'hui, on est de plus en plus amené à parler en termes de situation, d'inclusion, même de développement social, mais aussi par le fait qu'il est important de valoriser des pratiques en retrait, puisque j'évoquais la notion de lâcher prise pour le développement du pouvoir d'agir. Je pense aux réflexions de Claire Jouffret, par exemple, sur cette question-là. C'est un peu, d'ailleurs, on prend souvent cette image parce que la protection judiciaire de la jeunesse s'en préoccupe aussi, ou les éducateurs spécialisés, lorsqu'ils sont avec des jeunes, ils essaient de leur expliquer un certain nombre de choses, et puis qu'un jeune dit « arrête, tu me prends la tête », la question de l'emprise mentale est un problème aussi dans les pratiques professionnelles. Et donc, quand on a produit d'ailleurs cette préconisation du rapport du Conseil supérieur, disons que ça a été moyennement bien accepté par les professionnels. Ils disent, mais attendez, vous êtes complètement irresponsable. C'est au moment même où on a besoin de moyens supplémentaires, on a besoin d'une politique offensive, on a besoin d'avancer vers les personnes, de répondre encore mieux à leurs difficultés, que vous nous parlez d'une pratique en retrait. Donc ça, c'est effectivement un malentendu possible, mais l'idée de la pratique en retrait, c'est surtout d'être en capacité de gérer la distance avec les personnes. Et donc, c'est pas qu'il faut systématiquement faire 2 pas en arrière, c'est qu'il faut être amené à gérer cette distance. Je dirais que dans la formation des professionnels aujourd'hui, c'est un point majeur, et c'est un point qui ne s'apprend pas uniquement par des contenus de formation théorique. Alors, on remarquera que, de ce point de vue-là, il y a des modifications réglementaires qui concernent la formation au travail social. Il y en a eu 2, je dirais que c'est une évolution timide de la réglementation, mais il y a quand même une transformation très importante. Il y en a une très importante et une qui est plutôt raté, enfin, entre nous. Ce qui est très important, c'est le décret du 6 mai 2017, parce que pour la première fois, il donne une définition du travail social qui est intégrée au Code de l'action sociale et des familles, mais à la limite, on peut se dire que c'est une définition qui rappelle les grands principes, sauf que, à la différence de la définition internationale, ce qui caractérise l'originalité de cette définition, c'est qu'il est dit dans ce texte que le travail social repose sur 3 types de savoirs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail social, il n'y a pas d'accompagnement social des personnes, s'il n'y a pas prise en considération de 3 types de savoirs. Les 3 types de savoirs, c'est quoi? C'est les savoirs universitaires en sciences sociales et humaines. Et là, on peut se dire que puisque les diplômes de niveau 3 sont en train de passer de niveau 2 avec la délivrance du grade de licence, par exemple, pour un diplôme d'éducateur spécialisé ou d'assistant de service social, cette délivrance du grade de licence, elle ne peut se faire que s'il y a respect d'un certain nombre de normes académiques. Mais ce que dit le texte aussi, c'est qu'il n'y a pas de travail social sans prise en compte de savoirs pratiques et théoriques des professionnels du travail social. Et là, vous voyez l'ajout qui a été fait, parce que des savoirs pratiques, ça a toujours été plus ou moins revendiqué. Mais le fait de dire qu'il y a des savoirs pratiques et théoriques, c'est en fait un prolongement des principes même de la validation des acquis de l'expérience. Et la grande nouveauté du décret, c'est de dire que le travail social il repose aussi sur, je cite, les savoirs issus de l'expérience des personnes bénéficiant d'un accompagnement social, celles-ci étant associées à la construction des réponses à leurs besoins. Donc là, on est clairement sur cette idée qu'il y a un triptyque dans le savoir, et donc de ce fait que les personnes qui sont accompagnées, même si parfois on est tenu dans des cas extrêmes de réduire
leur marge de liberté et d'autonomie pour des raisons juridiques, je vais pas revenir là-dessus, il n'empêche qu'il y a prise en considération des savoirs. Ce qui est beaucoup plus timide, si vous voulez, c'est la réforme de l'architecture des formations sociales, notamment avec le décret du 22 août 2018, parce que je ne vais pas revenir sur cette réforme qui est plus ou moins bien acceptée par les professionnels, mais qui reste dans une approche qui renvoie à des référentiels. Il n'empêche que ce décret du 22 août 2018, il a l'intérêt de mettre en avant la question de la participation. Et d'ailleurs, on le remarquera au passage, ce qui est très curieux d'ailleurs dans ce décret, c'est que ce qui est souligné, c'est la participation et citoyenneté des personnes accompagnées. C'est-à-dire qu'il y a un traitement spécifique pour le champ du handicap, et là, évidemment, ça interroge sur les possibilités de transversalité. Ceci dit, indépendamment de ces questions de réforme, le point important aussi, c'est de savoir gérer le positionnement des personnes, je dirais, dans une démarche éthique, parce qu'un des problèmes et des difficultés pour les professionnels, c'est cette idée qu'au bout du compte, déjà dans la loi 2002, la finalité de l'action sociale, c'est très curieux, c'est une finalité double. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à la fois la question de l'autonomie et l'exercice de la citoyenneté, mais aussi c'est la protection. Et donc, un des problèmes majeurs que l'on a dans ce secteur, c'est la façon dont, à la fois institutionnellement, par le projet d'établissement ou de service, mais aussi individuellement, on peut être amené à déplacer, selon les cas, le curseur plutôt du côté de l'autonomie. C'est clair que si je travaille dans un centre éducatif renforcé ou une maison d'enfants en caractère social, le curseur il va être plutôt du côté de l'autonomie. Si je travaille dans une maison d'accueil spécialisée, il sera peut-être plutôt du côté de la protection, mais c'est un des problèmes, c'est celui parfois de la solitude des professionnels par rapport à ces questions-là. Et là, je renvoie au débat qu'il y a, et je conseille vraiment cet ouvrage de Benoît Hérault, Julie Minoc et Cécile Hanon, qui porte sur le dissensus ou les débats très vifs autour de l'article 12 de la Convention internationale en faveur des droits des personnes handicapées sur justement la question de l'inclusion. Et je dirais que ce livre défend, on peut dire, la position française, qui est une position qui souligne l'apport des professionnels face à une position anglo-saxonne très radicale, mais je ne vais pas parler ici de la position française du défenseur des droits, mais enfin, en tout cas, c'est le genre de réflexion qui modifie la compétence des professionnels. Autrement dit, on ne peut pas faire de l'accompagnement, d'être un professionnel de l'accompagnement uniquement avec sa boîte à outils et un certain nombre de conseils. Il y a cette obligation impérative d'aborder les questions éthiques. Alors, je vais aller plus vite parce que je crois que mon temps va expirer. Donc oui, dans 1 minute, donc ça va être... donc, on pourrait en parler longtemps, mais c'est sûr que la question de la coopération et de la coordination, elle est cruciale, parce que ce qui caractérise les changements aussi dans ce secteur, c'est alors la multiplicité des intervenants. Bon, en soi, c'est pas nouveau, mais c'est surtout la multiplicité des parties prenantes. Parce que si j'ai uniquement à gérer un problème de cohésion d'une équipe pluridisciplinaire, je vais essayer de la faire aller vers l'interdisciplinaire, voire dans la transdisciplinaire. Donc ça c'est un travail qui concerne finalement les managers. Mais par contre, la multiplicité des parties prenantes oblige à se préoccuper des parcours des personnes avec des questions que j'ai déjà évoquées, partage de l'information, la question du référent de parcours, du case manager, du case management, la gestion des droits. Alors ce point, justement, est un des points au cœur du livre, enfin du rapport de Bénédicte Jacquet-Vaquez sur ça, avec un élément supplémentaire quand on parle de coopération et de coordination, je ne fais que le citer, c'est la question de l'inscription dans des territoires. C'est-à-dire qu'on ne peut plus raisonner ni en termes de bulles institutionnelles, ni en termes de bulles de domicile. On est obligé de raisonner en termes d'accompagnement ancré dans un espace, dans un territoire, justement pour éviter de se faire enfermer dans une relation duelle. Et puis le 4e point, et qui va être le dernier, c'est, je dirais, la part croissante des compétences informelles dans l'accompagnement, notamment par le développement de l'accompagnement à domicile. On parle de plus en plus,
Alors bon, c'est le jargon à la mode des soft skills, c'est-à-dire finalement des compétences comportementales. Hein, c'est ça dont il est question, où on considérera que ces compétences personnelles et sociales qui sont orientées vers les interactions humaines font appel à l'intelligence émotionnelle et elles doivent s'équilibrer avec une formation strictement professionnelle. Là-dedans, je vais pas le développer. La question est de savoir, ça c'est la seule question centrale, c'est de savoir si ces compétences informelles ou ces compétences comportementales sont des prérequis avant l'entrée en formation. Est-ce qu'elles sont données d'emblée ou est-ce qu'elles s'acquièrent par la formation? Et là, c'est tout le problème du lien entre les formations des accompagnants professionnels et l'université. Mais derrière ça, il y a toute une problématique, évidemment, je ne vais pas développer, qui est la question des rapports entre les professionnels et les aidants informels notamment, aidants familiaux, aidants informels. Et notamment la question de l'effacement des frontières entre les deux. C'est une question qui rejoint la question de la confiance et qui est notamment traitée par le rapport de Dominique Gillot. En fait, déjà, on l'avait avec le rapport de Michel Dinet et de Michel Thierry à propos de la Conférence nationale de lutte contre la pauvreté. L'idée, comme il le disait, c'est de passer d'une solidarité par les droits par une solidarité par l'engagement. Engagement, oui, et ce sera votre délivrance et la dernière diapo, c'est que la solidarité d'engagement, mais c'est ça tout le paradoxe, c'est toute la difficulté. C'est qu'en même temps, il y a besoin de compétences juridiques, en tout cas d'une veille juridique au minimum, d'une pratique renforcée de l'écriture professionnelle, parce qu'il faut aussi laisser des traces, ne serait-ce que pour passer la main. Je ne peux pas passer la main uniquement par des relations interpersonnelles et purement orales. Qu'il y a un élément aussi tout à fait central, c'est que dans le développement des compétences pour les professionnels, il y a le souci de production de connaissances. Et là, je dirais que c'est le lien entre formation et recherche. Ça, c'est un point qui est de plus en plus central, ainsi que d'une culture de l'évaluation, parce qu'au bout du compte, comme j'ai commencé à dire qu'on était dans un secteur peu régulé, mais notamment, il est peu régulé parce que, surtout le secteur de la formation, il fait l'objet de contrôle, mais il ne fait pas véritablement l'objet d'évaluation. Donc, au bout du compte, cela explique une diversité des pratiques. Et quand on peut dire que l'ajustement des compétences des professionnels aux nouvelles formes d'accompagnement des parcours, au bout du compte, c'est les ajustements possibles. C'est la place au pragmatisme et à la débrouille, finalement. Et donc, il y a un vrai problème par rapport à ça, qui est un problème, je dirais, de politique de formation et de politique tout simplement, une politique d'accompagnement social en tant que tel. Je vous remercie. Merci Marcel Gégère. Alors, vous connaissez l'exercice. Les questions sont naturellement possibles. Le micro est à votre disposition. Vous souhaitez poser des questions, demander des précisions. Vous avez un commentaire à faire sur l'intervention de Marcel Gégère. Je vous remercie de lever la main. Voilà, première intervention. Alors, y a-t-il une demande d'intervention dans la salle ? En fait, il n'y a pas de professionnel. Moqueur. Vous estimez qu'on ne pose pas suffisamment la question de l'accompagnement ? Oui, c'est pas la thématique. Enfin, on se la pose de plus en plus quand j'évoquais, disons, quand j'évoquais
l'utilisation devenue quasiment insupportable de la notion de prise en charge, enfin, qui évoque un certain type de relation avec les personnes. La notion d'accompagnement, elle suppose de passer d'une position, disons, de surplomb. Puis, bon, d'ailleurs, beaucoup ont dit chaque fois, oui, il faut éviter d'être dans la toute-puissance, etc. Mais là, il y a une modification très importante qui s'est opérée, parce que c'est le fait d'être quasiment dans un rapport d'égalité. Et parfois, chez les professionnels, c'est pas toujours interprété de cette façon-là, et c'est pas toujours bien vécu, parce que j'ai pas prononcé le mot empowerment, mais c'est sûr que où j'ai prononcé développement du pouvoir d'agir. Mais disons qu'on sent bien que pour un certain nombre de professionnels, il y a aussi des inquiétudes quant à la modification de cette relation. C'est-à-dire que ce n'est pas avec cette idée possible d'une prise de pouvoir, d'une relation difficile. Alors, c'est vrai que le contexte français est un peu différent du contexte anglo-saxon et qu'on a assez peu en France, par exemple, de personnes qui se revendiquent, si je prends le champ de la santé mentale, d'être des survivors, d'être des survivants de la psychiatrie, parce que je ne dis pas l'image que ça renvoie à des professionnels de la psychiatrie, d'être face à des survivants de la psychiatrie, donc comme si on était des bourreaux, mais n'empêche qu'il y a quand même un peu une difficulté. Et aujourd'hui, par exemple, il y a une interrogation sur le fait de savoir s'il faut rendre obligatoire dans les formations de travailleurs sociaux, de professionnels, l'implication de personnes accompagnées ou de personnes en situation de handicap. Parce qu'il y a des expérimentations qui sont extrêmement nombreuses. La question, c'est la systématisation. Donc là, il y a une grosse interrogation par rapport à ça. Et je dois dire qu'un certain nombre de professionnels de la formation sont très réservés, pour ne pas dire hostiles, par rapport justement à un risque de déqualification, etc. Donc en fait, ce qui est difficile aujourd'hui, j'ai utilisé à plusieurs reprises cette expression, c'est les questions de délimitation de champ de compétences, ou de délimitation de périmètre. J'ai utilisé plusieurs fois l'expression d'effacement des frontières. Et on voit bien comment pour les professionnels qui se sont battus pour consolider un statut, pour consolider des référentiels, là, la proximité est devenue très très forte avec les aidants informels, avec les personnes elles-mêmes en situation de handicap. Et ça, je dirais qu'il y a un moment parfois un petit peu délicat dans certains secteurs, hein, pas pour... Alors, une intervention dans la salle ? Par ici. Oui, Vincent Tournet, je suis adjoint de direction pôle adulte à Bourg-en-Bresse. J'avais deux niveaux de questions. C'est d'abord sur les identités justement professionnelles entre ce que sont les éducateurs spécialisés et assistantes sociales, et comment sur cette dimension de coordination un peu de parcours, on peut travailler sur une vision plus de travailleurs sociaux et d'être moins sur un cœur de métier affirmé et plus sur une dimension transversale. Et la deuxième question serait justement sur cette mise à distance un peu des travailleurs sociaux auprès des personnes, donc dans la juste distance, mais qui permet de maintenir l'autodétermination. Comment c'est appréhendé sur les écoles et notamment sur les futurs professionnels, cette dimension de mise un peu à distance, là où on est... Alors moi, je suis de culture ancien éducateur spécialisé, où on était plutôt sur le fait de construire des projets effectivement avec la personne et que le cœur de métier était dans la mobilisation des personnes. Et dans des réflexions qu'on a notamment sur le pôle avec la mise en place d'un référent parcours, ça fait clivage avec les équipes sur des identités qui ont le sentiment d'être perdues parce qu'il y a une perte du cœur de métier éducatif. Merci. Alors, la vision transversale, tout d'abord. J'avais cité le livre de Nathalie Heinrich sur la question des identités. C'est effectivement le problème majeur. C'est un des éléments de transformation de notre société parce que ça percute l'ensemble des secteurs. Concernant les identités professionnelles, je dirais que le mal est plus profond. C'est-à-dire que vous avez un problème éducateur, assistant de service social, mais je rajouterais par exemple la profession infirmière ou professeur des écoles dans certains cas. Alors là-dessus, je ne peux donner qu'une position personnelle parce qu'il se trouve que
je suis devenu titulaire de la charte de travail social avec comme diplôme professionnel un diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique. Donc du coup, je ne peux que aller dans le sens de la transversalité, et je crois que ce qui facilite le passage de relais, c'est lorsque l'on a des cultures professionnelles qui sont diverses. Ceci dit, ça c'est un point de blocage. On a beau expliquer que d'ailleurs dans un certain nombre de pays, la notion de travailleur social est une notion assez générique, parce qu'en fait, comme vous le savez, désormais on est tombé à 13 certifications dans le Code de l'action sociale et des familles, mais si j'ajoute tous les diplômes délivrés par 5 ministères certificateurs, il y en a 143. Il y a 143 certifications dans notre secteur, hein, en tenant compte des bacs pro, etc., de tous les diplômes suscités par l'éducation nationale. Donc le résultat est un émiettement. Et alors l'idée finalement de traiter d'un cœur, alors, ça me fait penser à, tu me fends le cœur, on a du mal à en parler de ça, parce que on a l'impression que c'est attaquer les professionnels que de dire, ben non, vous avez fait des référentiels, mais finalement, sur les 4 domaines de compétences, en fait, il y en a 2 qu'on retrouve partout, ou de dire il y a un socle commun. Et c'est là où je dis que dans le décret d'août 2018, ça n'a pas été tranché, parce qu'il y a eu l'affirmation d'un principe d'un socle commun. Mais le socle commun, il peut être défini par chaque centre de formation. Ce qui fait que le socle, on interroge, on a un socle commun parfois qui est de 10%, dans le meilleur des cas 30%. Mais comment, alors qu'il s'agirait d'aller beaucoup plus loin. Donc c'est vrai que la question du travailleur social unique, c'est une vieille idée des années 60, et puis qu'elle aura du mal à prendre forme. Mais je dirais que le problème, c'est qu'actuellement, il y a nécessité de renverser la donne. C'est-à-dire que, est-ce que la question, c'est la défense d'une identité de statut consolidée par un certain nombre de textes, etc., ou est-ce que c'est finalement une identité qui peut se construire de manière plurielle en fonction des missions que l'on assure? Ça, c'est un point de débat. Alors, et la deuxième question, est appréhendée par les écoles? Plus rapidement, dans les écoles, ça a toujours été abordé quand même, je dirais, par des groupes de réflexion sur la pratique professionnelle, de réflexion sur la pratique éducative. Donc c'est plutôt positif. C'est-à-dire que ça ne peut être traité qu'en petits groupes de réflexion à partir de situations concrètes. Et c'est aussi la question de l'alternance et des stages. Merci. Marcel Gégère, du projet pour la personne au parcours de la personne. Oui. Il y a une question ici. Monsieur était très patient. De ce côté-là. Bon, là. De ce côté? Oui, là. Ah, pardon. Oui, c'était plutôt une remarque. Jean-François Lesage, je suis formateur en droit social à l'Université de Grenoble et puis à l'IFTS d'Échirolles. Je vous remercie pour la qualité de vos interventions depuis ce matin. Ce que je voulais simplement un peu préciser en tant que simple formateur auprès des étudiants, pour les étudiants, je crois qui ont, en tout cas chez nous, la moyenne d'âge est de pratiquement 23 ans. La majorité d'entre eux, c'est évident que le parcours de vie s'inscrit comme une réalité pour eux, ne serait-ce que déjà personnellement dans leur vie familiale pour beaucoup d'entre eux, mais aussi dans leur parcours de formation, puisqu'ils sont très nombreux souvent à nous demander une année de césure, une rupture, des aléas, des doutes. Et pour eux, il est évident que dans l'accompagnement des personnes handicapées, et parfois ils ont bien du mal à le comprendre, parfois dans les établissements, je dirais peut-être liés à des décalages d'âge ou de professionnels, où ils ont du mal à comprendre pourquoi très souvent encore on décide à la place des personnes ou pour les personnes. Voilà, dans le cadre d'un projet de vie qui, comme vous l'avez dit, est très souvent très formalisé ou très stéréotypé. Voilà. Le deuxième point que je voulais évoquer, c'est qu'on essaie dans la majorité des centres de formation, je crois, d'associer de plus en plus les aidants familiaux, les travailleurs pairs, et les étudiants sont très très contents effectivement d'avoir ce temps de formation avec des gens qui sont effectivement directement impliqués sur le terrain. Alors néanmoins, mon interrogation, vous l'avez évoqué, la grande interrogation pour nous, c'est qu'en pratiquement 10 ans de formation où je suis là, le nombre de candidats est divisé par 10. Aussi bien au niveau, alors drastiquement au niveau des assistants de services sociaux, qui est ma formation d'origine, et je le regrette beaucoup, mais aussi au niveau des éducateurs spécialisés, ce qui est une grande surprise pour nous. Et on essaie de comprendre. Alors effectivement, les centres de formation vont essayer de s'ouvrir à ce qu'on appelle l'hybridation pour permettre aux étudiants de pouvoir finalement suivre une formation directement sur leur lieu de travail ou chez eux par les plateformes. Et en même temps, on essaie de voir un peu quels sont les débouchés possibles, puisqu'aujourd'hui, on a une baisse très très importante, et la région l'a confirmé, puisqu'on a une baisse effectivement des étudiants que nous allons former. Voilà. Alors même si on trouve aujourd'hui, heureusement, des étudiants qui sont très très motivés, et qui aussi, je voulais le dire, sont des fois très interrogatifs sur le sens de leur travail dans les établissements, quand ils entendent effectivement parler des recommandations de bonne pratique, des démarches de qualité, etc., avec des étudiants qui sont peut-être très demandeurs, effectivement, d'accompagnement au contact des personnes. Voilà. Merci. Merci de votre rapport.
Pas de dernière intervention? Oui, je voulais juste Oui. dire que, juste un mot pour dire qu'effectivement, Échirolles est donné comme un exemple, parce que c'est là, dans cette région-là, que vous avez le collectif Soif, et qui est très, très en avance par rapport à cette question-là. La question, en fait, sur laquelle c'est un peu, on bute encore, c'est faire venir des personnes en situation de handicap dans un centre de formation, si c'est uniquement pour témoigner, faire des récits de vie, ça ne peut pas évidemment répondre à la demande. C'est la question de savoir. Et qui dit qu'il y a un savoir... Alors, donc il y a une réflexion à mener sur la notion même de savoir expérientiel. Donc on est sur des chantiers, effectivement, et l'UNAFORIS a fait un guide, par exemple, pour avancer sur ces questions-là. Mais il y a un certain nombre de questions, je dirais, quasiment épistémologiques, puisque c'est comme ça que ATD Carmonde en parle, et ils ont tout à fait raison. Merci. Du projet de pour la personne au parcours de la personne, ajustement ou rupture. Les frontières s'effacent, le virage inclusif se traduit par des changements rapides dont le sens est difficile à saisir. Il faut sortir de la logique de l'usager cible, développer le lâcher-prise. La coopération et la coordination doivent s'inscrire dans un territoire pour permettre l'accès à la citoyenneté des personnes, et la participation qui fonctionne est celle qui apporte aussi aux professionnels, nous dit Marcel Jaeger. Merci Marcel Jaeger, à une prochaine fois.